Avec Arnaud, on va vous présenter en guise d'introduction à la discussion une présentation en 3 parties. Bilan carbone et résistance au changement. On va s'intéresser à quelques généralités sur le réchauffement climatique et sur l'état actuel. Ensuite, une partie où on abordera tout ce qui est frein psychologique au changement. Et une partie sur le bilan carbone et les principaux leviers individuels. Ce qui ouvrira ensuite la discussion collective. Alors bon, je commence par l'effet de serre. Je me suis amusé à faire l'effet de serre en moins de 2 phrases, parce que c'est pas du tout l'objectif de la présentation. Donc en gros, l'énergie qu'on reçoit est absorbée, l'énergie que la Terre reçoit du Soleil est absorbée. La Terre se réchauffe de cette énergie, elle émet, elle re-émet à travers la loi du corps noir dans le domaine infrarouge, et une partie de ce qu'elle émet est piégée par les gaz à effet de serre. Si on augmente la quantité de gaz à effet de serre, il y a plus d'énergie dans le domaine infrarouge réémise qui est piégée, donc il y en a plus qui reste sur Terre. Et comme vous le savez, par la première loi de la thermodynamique, l'énergie reçue doit être égale à l'énergie émise, donc la Terre va chercher un nouveau point d'équilibre qui est plus chaud. Voilà pour l'aspect, on va dire, scientifique. Si jamais vous devez parler de cette notion dans vos familles, je vous donne un petit truc qui est vraiment sympa. On peut comparer l'effet de serre à un duvet qui se remplit. C'est-à-dire que vous êtes en montagne, vous êtes dans votre sac de couchage, vous émettez votre propre chaleur à votre duvet, et en fait, le duvet va vous rendre cette chaleur. Et ben, si vous mettez plus de plumes, et ben, vous recevrez plus de chaleur et vous chauffez. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre plus de plumes dans l'atmosphère. Et il y a des plumes d'oie, il y a des plumes de canard, il y a du synthétique, il y a du méthane, il y a du CO2, voilà. Vous pouvez tirer l'allégorie si vous voulez. Un petit mot sur ce que c'est le GIEC. Le GIEC, c'est pas un groupe de travail comme un autre. Le GIEC, c'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Donc, c'est des membres, les membres États de l'ONU, donc 190 pays, qui chacun nomme des experts indépendants, qui vont relire toute la publication qui est scientifique, qui est parue dans les revues à comité de relecture, les revues en 1, type Science, sur les tranches de 7 ans, et qui vont faire une synthèse de tout ce qui a été émis par toute la littérature scientifique mondiale. Donc c'est vraiment la meilleure synthèse mondiale. Ça fait un rapport tous les 6 à 7 ans, et chaque rapport compte 3 tomes. La physique du changement, les impacts, adaptation, atténuation du changement climatique. Vous entendrez souvent, oui, mais le GIEC a dit, mais on n'est pas sûr que le GIEC. Ce que vous pouvez dire, c'est, il n'y a pas mieux que le GIEC. Aujourd'hui, c'est la synthèse de toute la connaissance scientifique. Synthèse et consensus, parce que chaque mot de chaque rapport est voté lors de plénière à l'ONU. Donc le GIEC ne fait pas de recherche, le GIEC n'émet pas d'opinion, il n'y a pas le GIEC pense que, c'est juste une synthèse. Il n'y a pas de recommandation. Si vous entendez le GIEC a recommandé que, c'est faux. Le GIEC fait des scénarios, on en parlera un tout petit peu plus tard. Le 6e rapport du GIEC est paru 2021-2022. Vous, comme moi, je pense, on pensait vraiment que ça allait vraiment faire beaucoup de bruit. Le 9 août 2021, il y a eu un événement majeur. Il y a Messi qui est arrivé au PSG. Donc ça a complètement éteint la discussion. Et ensuite, en 2022, il y a eu l'invasion. Ici, je présente une courbe que je pense que vous connaissez bien aussi. Ce sont les courbes des émissions annuelles de CO2. Donc ça, c'est chaque année la quantité de CO2 qui est émise par les sociétés. On voit que c'est une allure exponentielle globalement. Et chaque micro-descente que vous pouvez voir, en fait, correspond à un événement majeur. On peut voir la crise financière de 1930. On peut voir la Deuxième Guerre mondiale en 1945. On peut voir les chocs pétroliers de 1973 et 1980. On peut voir la crise des subprimes en 2008. Et on peut voir le Covid en 2009. Donc pour arriver à émettre un petit peu moins de CO2 que l'année précédente, au niveau mondial, il faut des crises absolument majeures. C'est les seuls moments où l'émission annuelle baisse un petit peu. Et alors maintenant, plus intéressant pour ce qui nous concerne, c'est pas les émissions actuelles, en fait, qui régulent le changement climatique. Ce sont les émissions cumulées depuis le début. Donc là, je vous présente, je reviens tout de suite en arrière, on était sur une échelle de 40 milliards de tonnes de CO2 émis par an. En cumulé, ça donne quoi? Depuis l'ère pré-industrielle, on atteint des niveaux, aujourd'hui on est à 2300 milliards de tonnes cumulées émises de CO2. Et ce qu'a montré très bien le GIEC dans son dernier rapport, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a une relation quasi linéaire, vraiment linéaire, entre cette émission cumulée mise dans l'atmosphère et l'augmentation de température.
Donc par rapport à l'ère pré-industrielle, on a déjà franchi les plus 1 degré. Hein, c'était aux alentours des années 2010. On vient de franchir les plus 1,2 degrés, hein, c'est ce qu'on a eu cet été. Et on voit qu'on n'est plus très très loin du tout de franchir les 1,5 degrés et les 1,7 et les 2. Si on extrapole la courbe à ce rythme-là, ça va très très vite. Donc on peut arriver à une notion de remaining carbon budget. Combien de carbone il nous reste à émettre avant de? Combien de carbone il nous reste à émettre avant de franchir les 1,5 degrés? Avant de franchir les 1,7 degrés et les 2 degrés. Tout ça, ce sont les chiffres de rapport du GIEC, hein, que j'ai remis sous forme de graphique. Eh ben, en fait, pour ne pas franchir les 1,5 degrés, il nous reste 300 milliards de tonnes de CO2 à émettre. Ça, ce sont les chiffres, en fait, au 1er janvier 2020. Donc, au 1er janvier 2020, il nous restait ça. Donc, ça fait 8 ans à partir de 2020, donc 6 ans. Dans 6 ans, donc c'est demain à l'échelle de nos civilisations, on aura émis suffisamment de gaz à effet de serre, de CO2, pour avoir franchi les 1,5. Dans 25 ans, on aura émis suffisamment de gaz à effet de serre pour avoir franchi les 2 degrés. Donc c'est là où je voulais en venir. En fait, la notion d'urgence, c'est pas il faut préparer les sociétés pour être plus dans 25 ans. Non, c'est là les quelques années qu'on a à venir. On a ce qu'on commence maintenant, demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 6 ans. C'est déjà trop tard pour franchir certains seuils. Ces chiffres de 6 ans, on les a calculés sur une émission linéaire, c'est-à-dire la même émission que l'année 2018, parce qu'en 2019 et 2020 il y a le Covid, donc, mais en 2022 ça remonte. Mais en fait c'est pas du tout les seules possibilités. Hein. Il y a plein de scénarios d'émissions, donc ça c'est des courbes qu'on voit dans le rapport du GIEC. Ça correspond en fait à la manière, la quantité de CO2 que les sociétés vont émettre dans les années à venir. Il y a 5 scénarios qui sont appelés SSP1, SSP1 9, SSP1 2, 6. Et donc suivant ces scénarios-là, donc moi celui que je vous ai présenté c'est plutôt le jaune, hein, c'est-à-dire plutôt on reste à 40. Donc ça, dans 6 ans on passe 1,5 degré dans le scénario jaune. Et suivant si les sociétés continuent à augmenter as usual, business as usual, leur CO2 chaque année, ou s'il y a des efforts drastiques à tous les niveaux pour émettre les émissions, on est sur un de ces scénarios-là ou entre. Et en fonction de ces scénarios-là, le GIEC décline les conséquences sur plein de variables climatiques. Donc là, je vous en ai mis 3. Hein. Il y a la température de surface, hein. Il y a l'acidité des océans, qui est une variable absolument cruciale. Il y a le mean sea level qu'on connaît bien ici dans nos activités. Les projections dépendent de ça. Je vous en ai mis 3. Il y a toute une liste. Hein. Tout le climat dépend de ça. Les vagues de chaleur, les vagues de froid, les crues, les cyclones, les quantités de neige, tout en fait varie en fonction de ça. L'ordre de grandeur dont je vous ai dit pour pas dépasser les 1,5 degrés, c'est 300 milliards de tonnes. Il y a un article qui a été repris, qui est paru cet été, qui a été repris par Le Monde, qui s'appelait les 425 bombes carbone. En gros, cette équipe de scientifiques a publié des projets déjà existants, déjà en cours, des mines qui commencent leur exploitation et c'est ce qui reste, ou alors des projets en développement, qui à elles seules totalisent plus de 1000 milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire qu'on a déjà engagé à l'échelle humaine des actions pour aller piocher ce niveau-là de CO2. Alors que je vous rappelle, les objectifs de Paris, 1,5 degré, c'est 300 milliards de tonnes. Donc juste, si on se contentait de suivre les projets déjà engagés sans faire de nouveau, on a déjà explosé le quota. Cette planche-là, elle présente en fait l'empreinte carbone moyenne d'un Français. C'était calculé par Carbone 4 en 2019. L'empreinte carbone moyenne d'un Français, elle est entre 10 et 11 tonnes de CO2, qui est répartie en 4 quarts. La mobilité, le transport, le logement, la consommation de biens privés et l'alimentation, plus un forfait de services publics. Et ça, c'est la répartition actuelle de la consommation de ces gaz à effet de serre. On voit qu'il y a environ 20% qui sont de CO2 qui sont émis à cause des centrales à charbon. Donc ça, c'est principalement pour de la fabrique d'électricité en Chine en partie. Il y a 7% autour des centrales électriques gaz et fuel. Il y a 6% pour la cimenterie. La cimenterie, c'est un très très gros émetteur de CO2. Il y a 11% pour l'industrie lourde en général.
Il y a 5% pour tout ce qui est le chauffage des bâtiments et la réfrigération, 14% pour le transport, 20% pour l'agriculture, beaucoup sous forme de méthane, c'est loin d'être négligeable, 10% sous forme de déforestation, on coupe du bois, on le brûle, on rend le CO2 à l'atmosphère, et puis autre pour le reste. Ça, c'est mondial. C'est mondial. Au niveau national, c'est un peu différent. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi, effectivement, ces émissions de gaz anthropiques, c'est parce qu'en fait, les énergies fossiles ont permis significativement d'augmenter notre confort et notre facilité de vie. Ça, vraiment, depuis, donc, le 18e, notre mode de vie a été vraiment complètement modifié. Et cette énergie abondante a permis aussi de décupler notre productivité, donc nos revenus, et ça a permis justement de dégager du temps, donc depuis les années 30, pour les congés, pour la santé, pour tout ce qui est des loisirs, et puis aussi pour les retraites. Si on reprend le terme d'Emmanuel Macron, vivre comme des Amish, si on vit comme des Amish, on n'a pas de retraite. C'est vraiment cette abondance et cette productivité liée aux énergies fossiles qui permet justement de ne pas travailler tout au long de sa vie. Et donc, parallèlement à ça, si on a un bien-être et une énergie abondante, et donc on peut aussi décupler l'agriculture, ça a aussi considérablement permis d'augmenter le nombre d'êtres humains sur Terre. Et donc, on a une population qui a été multipliée sur Terre par 10 en 200 ans. Et inversement, donc en fait, il y a le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'en fait, plus on a de revenus, plus on consomme, et ce qu'on consomme généralement, ce sont des produits qui aussi émettent des gaz à effet de serre à leur fabrication et à leur utilisation. Et plus il y a d'êtres humains sur Terre, et plus chaque être humain consomme. Donc vraiment, on a vraiment un double effet cumulatif. Donc ces énergies ont été vraiment fantastiques parce qu'elles nécessitent une très faible surface au sol pour les extraire. On a quelques mines, quelques gisements qui sont quand même assez localisés. On a une énorme énergie embarquée. Voilà, vraiment un mot-clé important à savoir, c'est qu'un litre de carburant, c'est 10 kWh. On va voir à quoi ça correspond. Si vous avez un vélo électrique, 1 litre de batterie, c'est à peu près 0,3 à 0,5 kWh. Vous voyez, un facteur 50. C'est quand même énorme en termes de pouvoir énergétique dans un faible volume. Une recharge de voiture électrique sur une borne de 50 kW, donc 50 kW, c'est quand même 10 compteurs de maison, grosso modo, en termes de puissance, à fond. Donc, vous voyez, 10 maisons qui consomment à fond en permanence, ça permet de recharger une batterie. Et si on charge cette batterie pendant 1 heure, donc ça fait 50 kW que multiplie 1 heure, 50 kWh en un seul mot. Et en fait, vu que 1 litre d'essence c'est 10 kWh, ça représente 5 litres de carburant. Alors pour être honnête, il faut dire qu'un moteur thermique a un rendement d'1 tiers, un moteur électrique c'est un rendement proche de 1, donc en fait, ça pourrait dire, ça représente 15 litres de carburant. Mais imaginez-vous à la pompe à essence, à mettre 1 heure à tenir votre pistolet pour remplir 15 litres, ça vous rendrait dingue. Donc pour vous donner vraiment l'énorme énergie embarquée dans les produits pétroliers, donc faible volume, ça se transporte facilement, et c'est quelque chose de fantastique. Si on rapporte ça à la puissance d'un être humain, donc je ne sais pas si vous vous rappelez des chevaux vapeur, le cheval vapeur c'est 736 watts, et c'est la puissance que peut fournir un cheval de trait typiquement, sur plusieurs heures pour tirer une charrue. Un homme c'est pas 700 watts, on est quand même moins puissant qu'un cheval, et donc on est à peu près sur 100 watts. Alors évidemment, si vous prenez le Tour de France, les cyclistes ils font 400 watts, mais l'être humain moyen, qui est normalement sportif, déjà si vous faites 100 watts pendant 8 heures de travail, vous allez voir que le soir vous allez bien dormir. Maintenant, rapportez ça à justement ces fameux litres d'essence. Imaginez la prochaine fois que vous allez faire le plein de votre voiture. Bon, prenons un exemple de 50 litres, à 0,50 litres. Donc ça fait 500 kWh en termes d'énergie. Alors, on va dire que le rendement d'un moteur thermique, c'est un gros 1 tiers, encore au maximum. Donc, admettons qu'on est sur 166 kWh utiles d'énergie mécanique, qui va permettre de faire avancer la voiture. Eh bien, vu que si on rapporte ça aux 100 watts que vous pourriez produire en termes de puissance si vous étiez cycliste, ça fait 1666 heures de travail, c'est-à-dire soit exactement 1 an de travail au 35 heures. Donc, un plein, c'est 1 an de travail. Donc, vous prenez votre salaire, si on rapporte ça au salaire, avec donc les charges sociales, la retraite, les congés, etc., à la santé, eh bien, en fait, votre plein, c'est votre salaire annuel.
En 2015, les fameux accords de Paris ont été clôturés par Laurent Fabius, alors, ministre de l'époque. En gros, il y avait texto écrit: nous nous engageons à maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés Celsius et mener des efforts pour limiter l'augmentation de température à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. Sachant la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure et que j'ai rappelée en bas à droite, en fait, ce type d'action, concrètement, n'est pas visible. Alors, il y a une loi en France qui s'appelle la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui est important de savoir. Cette loi, elle dit qu'on doit passer entre 2015 et 2050 une réduction, en fait, d'un facteur 5 des émissions de CO2. Et effectivement, c'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. C'est tout le site du ministère de l'écologie tourne autour de ça et c'est bien fait. Et notamment, dans ces scénarios-là, il y a une réduction totale des énergies fossiles qui est compensée comment? Qui est compensée une partie par de l'électricité et par de l'énergie décarbonée, c'est les champs bleus et gris qui augmentent, mais qui est surtout compensée par de la non-utilisation d'énergie. Donc ça s'appelle de la sobriété. La partie noire qui baisse. Donc ça, c'est inscrit dans la loi française. Alors, bonne remarque. Et justement, j'y viens. On a réduit nos émissions de CO2. Et c'est vrai. Mais regardons notre empreinte carbone. La différence entre l'empreinte carbone et les émissions, grosso modo, c'est les exportations et les importations. Les émissions de CO2, c'est ce qui est produit sur le sol français. L'empreinte carbone, c'est ce qui est produit sur le sol français, moins les biens que l'on vend à l'étranger, plus les émissions liées à ce qu'on importe. Et quand on regarde l'empreinte carbone, en fait, elle est stable. Elle est un petit peu baisse. Alors, on oublie l'année 2020 parce que c'est l'année Covid, mais si on regarde depuis la 2015, depuis la COP 2010, il y a rien. En fait, on ne fait rien. Quand Greta Thunberg a tenu ses discours devant les directeurs en disant il y a rien, c'est vrai, il y a rien, on ne fait rien. On délocalise. C'est pour ça que les émissions nationales baissent. Et donc, ce qu'il faudrait, et c'est ce que là c'est écrit dans la loi, mais aujourd'hui on n'est pas suffisant, c'est passer une empreinte carbone de 10 tonnes à 2 tonnes. Donc dans ces 2 tonnes, il faut arriver à faire entrer notre mobilité, notre logement, notre alimentation, notre consommation. Et donc ici, ce graphe pour vous montrer les émissions. Donc ça vient d'un site qui s'appelle gapminder.org que vous avez dans l'adresse en bas à gauche. Et ça représente à l'échelle des pays les émissions de carbone, les émissions de CO2 équivalentes par pays en fonction du PIB par habitant. Et la surface des disques représente le nombre d'habitants des pays. Donc on voit les gros disques, effectivement, on a l'Inde ici en bas à gauche, on a la Chine, on a la Russie, etc. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, on peut dire que grosso modo, les émissions de gaz à effet de serre sont linéaires par rapport aux revenus par habitant. C'est-à-dire que plus on est riche, plus on émet. Et récemment, on voit dans la presse qu'on parle de la même chose au niveau individuel. Ben, effectivement, à titre individuel, donc comme à l'échelle des pays, plus on est riche et plus on émet de CO2. C'est-à-dire, en fait, notre impact carbone, il est beaucoup plus dépendant de nos revenus que de notre sensibilité ou de notre conscience écologique. Alors maintenant, les 2 tonnes, c'est là. Donc autrement dit, il faudrait vivre comme un Indien ou un Vietnamien. En moyenne, parce qu'un Vietnamien d'Hanoï, il doit mettre beaucoup plus que 2 tonnes. Et donc là, comment faire? Donc nous, on est ici, la France, c'est la bulle jaune qui est ici, donc on est un peu en dessous de la moyenne, du fait peut-être du nucléaire, etc. Donc on est un peu meilleur que la moyenne par rapport à cette courbe linéaire, enfin cette droite linéaire, pardon. Donc imaginons, on agit à 100% sur le fait que les systèmes vont améliorer leur efficacité. C'est-à-dire on pourra vivre aussi bien avec des systèmes qui n'utiliseront pas forcément plus les mines non plus et qui émettront moins de CO2. Et donc sans changer de niveau de vie, on va atteindre 2 tonnes par miracle. En fait ça marche pas, notamment à cause de l'effet rebond. Alors l'effet rebond, j'ai un exemple très simple. À la fin des années 90, il y a eu une innovation importante sur les moteurs diesel, c'est la rampe commune, qui a permis de diminuer la consommation
des moteurs diesel de 30%. Et donc à l'époque, on est passé de 6 litres à 4 litres au 100 avec des berlines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 2 ou 3 ans plus tard, on a eu les SUV qui sont apparus. Et donc on est revenu à 6 litres. Donc l'effet rebond. Donc cette solution marche pas. La solution extrême, c'est quoi? C'est de se dire, eh bien, quel était le revenu des Français à l'époque où en France on émettait 2 tonnes de CO2 par an et par habitant? Eh bien en fait, grâce à ce site Gapminder, on peut le voir, c'était en 1880. Donc si on revient en 1880, au niveau de vie qu'on avait à cette époque-là, eh bien on serait à 2 tonnes. Alors évidemment, à l'époque, il y a quand même plus de charbon, etc., donc c'est pas forcément vrai, mais c'est pour illustrer. Et là, on voit, donc si vous revenez grosso modo en 1880, comme la France était un pays très rural, et 80% des gens étaient en autonomie, et étaient comme des Amish. Nous y voilà. Alors évidemment, vivre comme des Amish, personne n'en a envie. En tout cas, moi j'en ai pas envie, mais c'est là toute la schizophrénie du système. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que probablement, avec de la sobriété, avec de l'efficacité, avec un mix de tout ça, et puis aussi un impact sur les prix, c'est-à-dire que si on veut pas qu'il y ait d'effet rebond, il faut que les prix aillent en adéquation, c'est-à-dire que si le gasoil avait augmenté de 30% entre l'apparition des rampes communes et puis avant les SUV, il n'y aurait peut-être pas de SUV. Donc voilà, l'idée c'est de se dire peut-être que la solution sera dans ces parages-là, mais si on ne fait rien, on sera forcément obligé d'aller vers de la sobriété, mais en plus dans un contexte de climat dégradé, on l'a vu cet été, donc avec certainement une agriculture qui va souffrir, et donc une augmentation certainement très importante des inégalités. Donc voilà, une des courbes possibles pour passer de 10 tonnes à 2 tonnes, c'est la courbe de la décroissance continue de 5% par an, tous les ans, pendant 30 ans. Sachant que moins 5%, si on ramène ça au PIB, c'est la chute qu'on a eue entre 2019 et 2020 au niveau du Covid. Donc il faut une action aussi importante que ça sur l'économie pour avoir moins 5%. Ouf, on a fini la première partie. On commence la deuxième. Pourquoi n'agit-on pas plus vite? Alors ça a été théorisé par plusieurs chercheurs. Moi je ne fais que reporter des papiers que j'ai trouvés dans la littérature. Aujourd'hui, les discours de l'inaction sont classés en fait en 12 discours principaux qui sont regroupés en 4 thèmes. Thème numéro 1, on détourne la responsabilité. C'est pas à cause de moi, c'est à cause des autres. C'est les Chinois qui émettent plus, c'est les États-Unis qui émettent plus, c'est pas moi, c'est les autres. Le thème numéro 2 qu'on va passer en revue, c'est se contenter de mesures marginales. Moi, je coupe l'eau quand je me brosse les dents, donc moi je fais mon compost dans mon jardin, donc j'ai pas besoin de plus. On insiste sur les inconvénients. C'était très utilisé ces derniers temps. On va pas devenir des Amish. Voilà, c'est le type de discours. Ou on capitule. C'est trop tard. De toute manière, moi je prends l'avion tous les mois parce que de toute manière ça change rien. Donc c'est intéressant comme une petite vision de ces discours que vous allez entendre souvent. Donc on va essayer de passer un petit peu les 12. Donc un des principaux, c'est détourner la responsabilité, et notamment entre les 3 pôles majeurs d'actifs dans la société: les individus, les ménages, les entreprises et l'État. Et on entend beaucoup des discours, par exemple, les industriels, les lobbies ont le pouvoir d'action, c'est eux qui freinent au maximum les initiatives écologiques. Donc l'individu dit, c'est pas à moi d'agir, c'est aux industriels. L'industriel répond au contraire, mais non, c'est le consommateur qui fait le choix. L'industriel, lui, il répond à la demande. Pareil, entre les industriels et l'État. L'industriel dit, c'est à l'État de fixer des nouvelles règles. Moi, l'entreprise, je me fixerai aux règles de l'État. Et l'État, c'est un discours qu'on entend, mais non, les vraies ressources sont aux mains des entreprises. L'État n'a pas les moyens surtout. Donc, en fait, on se renvoie la patate chaude, d'accord? La vision qui est proposée, c'est, il y a tous un rôle à jouer. On est tous à la fois une casquette à la fois citoyen, et on est votant ou élu dans un conseil municipal, et on est membre d'une société. Dans nos 3 casquettes, il faut essayer d'aller à l'avant sur tous les fronts à la fois. On détourne la responsabilité entre pays aussi. Ouais, alors un discours très fréquent que vous entendez, c'est la France n'émet que 1% des émissions alors que les Chinois 1. Le fameux 1% des émissions entendu pendant la campagne électorale. J'ai un peu creusé ce point-là. Donc oui, la France, c'est 1% des émissions, c'est vrai. Mais c'est pour 0,8% de la population. Donc déjà, on est un peu en dessous. Mais des émissions. En empreinte, c'est 1,5%. Et en empreinte cumulée, parce que c'est ça qui est important, on est à 2,4%. Donc 2,4% pour rapporter à 2,4% de l'empreinte cumulée
pour 0,8% de la population mondiale, on n'a pas de leçon à donner. Donc, quelles que soient les émissions, le résultat est le même, ça augmente. Donc, agissons sur ce sur quoi nous, on est responsable en tant qu'individu, en tant que société, en tant que collectif. On va y venir après. Entre concurrents, si nous baissons en premier nos émissions, les autres vont en profiter. Alors ça, c'est peut-être nos industriels qui vont nous le dire, qui vont dire, moi, je peux pas baisser mes émissions, sinon je suis moins concurrent. En fait, de nombreuses politiques d'adaptation sont doublement bénéfiques. Donc, il faut viser ce qui est doublement bénéfique à la fois en résilience et en concurrence. Et donc, typiquement, je prends l'exemple ici des mobilités douces. Réorganiser les villes autour du vélo et des mobilités douces, ça fait à la fois qu'on reste performant et à la fois qu'on devient résilient. Optimisme technologique. L'avion zéro carbone sera en 2035. On pourrait y passer des heures, notamment par exemple sur l'exemple de la fusion nucléaire. On pourra en parler dans le débat. La fusion nucléaire qui est un leurre, qui sera jamais prête à temps pour sauver les 1,5 degrés ou 2 degrés. Ça revient aussi à ce que disait Arnaud. Le gain d'efficacité ne va pas assez vite pour sauver. Un autre exemple, donc, on se contente de mesures marginales. On fait beaucoup de paroles, on fait peu d'actes. Nous avons annoncé un discours ambitieux. Il y a d'autres exemples. Souvent, on met beaucoup en avant et on agit peu. Et alors là-dedans, vous retrouvez tout ce qui est greenwashing. La politique d'Air France, prenez l'avion, je plante les arbres, on est typiquement là-dedans. C'est-à-dire, je fais beaucoup, je mets en avant le fait que je plante des arbres pour masquer le fait que l'avion, ça reste de la consommation fossile. Quand on plante des arbres, qu'est-ce qu'on fait? L'arbre, on va le planter. Il va pousser en prenant du CO2 de l'atmosphère. Il absorbe. Puis, dans un cycle 10 ans, 20 ans, 30 ans, il est soit brûlé, soit il tombe et il se décompose. Dans tous les cas, il rend le CO2 à l'atmosphère. Donc, la plantation des arbres, c'est un amortisseur, mais c'est pas un sauveur à long terme. L'efficacité énergétique, voilà, Arnaud vous en a parlé, ça entraîne l'effet rebond. Compter sur le volontariat. Il y a des discours qui disent taxer ou interdire les citoyens serait contre-productif. Il faut que chacun se base sur le volontariat. On a bien vu ce que ça a donné quand la Convention citoyenne a voulu réduire la vitesse d'autoroute de 130 à 110 km/h. La levée de bouclier que ça a été, jamais, alors que c'est une action de bon sens d'un point de vue écologique, la levée de bouclier qui a été présentée, jamais ça sera adopté de manière bénévole. Si on a la possibilité de rouler dans la SUV, si on a la possibilité de rouler à 130 km/h, les gens le feront. On stigmatise la sobriété, c'est un discours aussi qui revient. Sans le pétrole, c'est le retour à l'âge de pierre. Or, ça fait longtemps que l'économiste Piketty, il a montré que malgré la hausse de niveau de PIB en France depuis maintenant plus de 25 ans, le niveau de vie c'est pas élevé. Donc c'est faux de dire qu'il faut continuer à avoir toujours plus de pétrole pour continuer à s'améliorer. C'est complètement décorrélé maintenant. Un autre discours qui revient, c'est soulever le risque d'injustice sociale. Les mesures contraignantes vont d'abord toucher les plus précaires, c'est injuste. Donc là, c'est vrai que on a, je pense, au niveau législateur et au niveau entreprise aussi, on doit s'interroger sur comment faire des politiques de réduction de carbone qui ne touchent pas forcément les plus pauvres. C'est un déni, un refus sur lequel on doit s'interroger. De manière classique aussi, il y a la surestimation de la résistance, de type toute mesure prise pour réduire l'impact CO2 serait contre nature. Les gens ne voudront jamais changer. En démocratie, ça ne passera pas. Donc là, ce que dit l'étude, c'est faux de dire que c'est dans la nature humaine de détruire l'environnement. Des peuples ont vécu sans détruire l'environnement, notamment des peuples indigènes. On a par cela des voies d'espoir de croire en l'homme. Il y a la crainte des mécontents comme critère de déni, du type si on demande de faire passer cette maintenant, il y aura des grèves qui vont paralyser le pays. Donc c'est quand on fait une mesure, quand on va faire un choix de réduction de CO2, c'est des critères à prendre en compte. Il faut pas que ça devienne des freins, mais c'est des critères à prendre en compte pour, encore une fois, que ce soit équilibré. Et enfin, il y a la capitulation. Celle-là, je l'ai encore entendu il y a 2 jours dans une conférence. Il est trop tard, c'est trop tard, ça passera jamais. La personne, elle disait, moi, j'ai compris tout ça, mais je continue à prendre l'avion parce que de toute manière, ça changera rien. Donc, c'est clair qu'il est trop tard pour empêcher que les dégâts qui ont déjà été faits et le carbone qui a déjà été mis dans l'atmosphère reviennent. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de capter du CO2. Par contre, c'est pas trop tard pour s'empêcher d'envoyer du nouveau carbone. C'est pas trop tard pour empirer la situation.
Tout ce qu'on peut agir maintenant, c'est du gain pour le futur. On peut aborder l'aspect maintenant sur le plan financier. C'est-à-dire, en fait, si les revenus annuels qu'on perçoit notamment dans nos salaires nous limitaient par définition à 2 tonnes. C'est-à-dire, en fait, si le prix des choses, des objets, des services était fixé vraiment sur le ratio CO2. Qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, je vais pas rentrer dans les détails, mais le revenu médian par équivalent français, le revenu fiscal médian annuel en France, c'est 21 000 euros par foyer fiscal. Et si on rapporte ça par une péréquation entre les seniors, les enfants et les adultes, ça fait à peu près 8 600 euros par personne, par Français, tout Français confondu. Donc si on ramène ces 8 600 euros à 2 tonnes de CO2, ça fait 4 300 euros la tonne. Donc on est quand même loin des 100 euros la tonne annoncés dans certaines négociations internationales. Si on ramène ça maintenant au poids carbone des éléments, donc tu détailleras ça tout à l'heure dans les différents cas de figure, alimentation, mais l'alimentation, donc à 4300 tonnes de CO2, 4300 euros, le steak de 200 grammes, pas au restaurant, chez le boucher, c'est 25 euros. Un litre d'essence, quand on le consomme, c'est la pure chimie, ça rejette 2,28 kg de CO2 par litre. Donc, ramené avec 4300 euros la tonne, ça fait un litre d'essence qui coûte 9,80 euros. Le gasoil un peu plus cher, 11,50 €, puisqu'il y a plus de carbone à l'intérieur du gasoil, c'est pas la même composition chimique. Et vous voyez un petit peu les ordres de grandeur. Donc ça veut dire que là, à ce prix-là, vous faites un week-end dans les Landes avec donc un aller-retour 600 km, et bien votre week-end dans les Landes vous coûte 300-400 euros avec une voiture sobre. Vous voyez, on n'est pas du tout ces mêmes ordres de grandeur. Voilà qui clôt notre seconde partie, et qui va nous permettre d'entamer la troisième partie. Donc on a vu un petit peu les constats. On a vu pourquoi est-ce qu'on bloquait. Et le petit bonhomme, il se demande par où commencer pour passer de mes 10 tonnes à mes 2 tonnes. Donc on va un petit peu passer en revue les 4 contributeurs principaux, le transport, la mobilité, l'alimentation et la consommation. Le transport, du coup, c'est aujourd'hui 3 tonnes, qui est composé en utilisation de la voiture, de l'avion et du fret. La cible pour un transport de demain, c'est-à-dire la contribution à 2 tonnes, c'est ça. Donc il faut faire rentrer, pour être compatible 2 tonnes, tout notre transport là-dedans. Donc voyons les exemples de transport. Si je roule 5000 km par an avec une grosse voiture de type SUV et que j'en change tous les 10 ans, ça fait 3 tonnes de CO2. C'est pas compatible ce type de transport. 3 tonnes par an. Par an, c'est que par an. Par contre, si j'ai une petite voiture, que j'en change tous les 30 ans et que je roule que 2000 km par an, 0,5. On se rapproche de l'ordre de grandeur. Si j'ai 5000 km, si je peux rouler plus 5000 km par an avec une voiture électrique, aussi je me rapproche de l'ordre de grandeur. On peut commencer à discuter. Alors là, les pointillés, c'est les parties fabrication à gauche et parties consommation à droite. Si je fais un aller-retour annuel, eh ben voilà, c'est pas compatible du bilan carbone de demain avec les moyens de transport actuels. Donc là, j'ai rajouté la comparaison avec l'argent. Cette fois, c'est pas le salaire médian français, c'est pour le cas d'un ingénieur. Donc, admettons le salaire médian ici dans notre entreprise. Admettons qu'on est sur un salaire net annuel de 30 000 euros. Admettons, donc un ingénieur milieu de carrière. Et bien, en fait, vous voyez, ramener, donc, on a dit si ces 30 000 euros ne servaient à générer que 2 tonnes de CO2, et bien, en fait, cet aller-retour de 1,8 tonnes de CO2 devrait coûter 27 000 euros. On part à New York. On part pas en Australie, on va à New York. Et donc, sans aller jusqu'à New York, si je veux juste aller visiter ma fille à Paris ou aller en mission à Venise, par exemple, que j'ai à peu près 700 km ou 1000 km à faire, ça, c'est l'aller simple. L'aller simple en avion, 157 kg. Donc, l'aller-retour, 300 kg. On est dans l'ordre de grandeur du quota des émissions. On voit qu'on a des moyens de transport beaucoup moins émissifs, notamment avec le train. L'alimentation, qui est décomposée par l'ADEME, grosso modo en boissons, végétaux, œufs, viande et poissons, qui représente un quart de notre consommation actuelle en bilan carbone, 2,5 tonnes. La cible de demain, c'est ça. Donc il faut faire rentrer toute notre consommation dedans. Si je mange de la viande une fois par jour, rien que la viande, je suis à 2 tonnes 2. C'est pas compatible. Si je mange du bœuf, la viande une seule fois par semaine, on revient à 1 tonne 2, mais on n'est pas encore dans les bonnes ordres de grandeur à 1 fois par semaine. Si je mange tout mon régime végétarien, on est encore à 0 tonne 9.
Et si je mange un régime végétarien sans produits laitiers, donc je me rapproche du végétalien, là, on commence à rentrer dans les bons ordres de grandeur. Donc cette courbe, elle a été affichée à la cantine. Elle reprend en fait les émissions de gaz à effet de serre par kilogramme de produits alimentaires. Il y a la même par calorie, c'est exactement la même dispersion. Et on voit que notamment toutes les matières basées sur des produits bovins, que ce soit la viande bovine ou que ce soit le fromage, le lait, c'est des produits hautement à pouvoir réchauffant, notamment à cause du méthane des bovins. Alors, j'ai sorti de la slide la légende, hein, mais elle y est sur le site de mon pote. Donc, il y a en bleu foncé, il y a la partie agriculture. En vert foncé, il y a la partie transformation. En vert clair, il y a la partie transport. Voilà. Fromage. Le fromage, parce qu'il est dense en lait. Voilà. Oui, le lait. Oui, parce que le fromage, il accumule beaucoup de lait pour faire un peu de calories. Mais on voit aussi qu'on peut continuer à manger de la viande de volaille. La viande de volaille, elle est quand même beaucoup mieux placée que le bœuf. Tout n'est pas... Mais globalement, ce qu'on a vu dans la slide d'avant, c'est que pour arriver à rentrer dans l'ordre de grandeur des 0,5 tonnes, on va vers du végétalien. Pas exclusif, hein, mais en grande partie. Et on passe au troisième item, le logement. Donc pareil, on est dans l'ordre de grandeur de 2,5 tonnes. Et ce qu'on vise, c'est ce qui est à droite, hein, c'est le logement de demain. L'ordre de grandeur, c'est 0,4 tonnes. Donc c'est principalement l'énergie consommée par le chauffage, la construction et les équipements. L'ordre de grandeur, chauffer un logement mal isolé de classe E, c'est 2 tonnes rien que pour ça. Avec un ordre de grandeur quand on baisse le chauffage de plus ou moins 1 degré, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 10% de consommation en plus ou en moins. Donc la rénovation et des bâtiments individuels ou collectifs, c'est vraiment un vrai enjeu. Si on part sur une construction neuve, avec en classique, en béton parpaing, 40 mètres carrés par personne, amorti sur 30 ans, on est à 0,8. On est encore un peu au-dessus. Pourtant, c'est une construction neuve, hein, avec les normes RE2020. Si on passe sur une construction en matériaux biosourcés, amorti sur 30 ans, et un chauffage de logement bien isolé, avec une classe A en termes d'isolation, et un chauffage à base, pas fossile, là, on arrive dans l'ordre de grandeur des 0,4 tonnes. Donc à chaque fois, ce sont des changements majeurs. Et la consommation, où rien que là, aujourd'hui, on dépasse les 2 tonnes 5 avec ça. Donc avec l'habillement, les biens et services, et une partie informatique électronique. Et là aussi, la cible, c'est ça. Je passe là-dessus, c'est les gestes. Éviter de suréquiper, éviter de renouveler trop souvent, éviter de surdimensionner. Oui, juste, je rebondis par rapport à ça, justement, parce qu'on vient de parler un instant du logement. Il s'avère qu'on a deux normes qui sont différentes. On a les étiquettes énergie qui existent maintenant depuis plus de 10 ans sur l'électroménager, qui ont été refaites récemment, et finalement qui ont le défaut de n'adresser que la partie consommation, de la partie usage. Et on voit que justement sur les téléviseurs, 80%, on va le voir ici, 80% de l'usage des services numériques, c'est quand même lié à la fabrication. Et donc du coup, aujourd'hui, la mode est à acheter des téléviseurs qui font 60 pouces, donc des choses qui sont énormes. Si on devait ramener justement au coût médian des Français, un téléviseur devrait coûter 4 000 €. Et donc ça, et c'est vrai que moi je vois même dans mon cercle d'amis, etc. Tout le monde achète maintenant des télés qui font 60 pouces, parce que c'est énorme. Et l'empreinte environnementale est importante. Et donc elle n'est pas du tout prise en compte justement dans ces étiquettes énergie que l'on voit dans les grandes surfaces type Darty et autres. À l'inverse, en France, on a donc la réglementation RE2020 pour les bâtiments neufs, qui est la première finalement à, elle, prendre en compte également l'impact carbone des bâtiments à la fabrication des matériaux. Donc ça, c'est intéressant. Service numérique, donc vous voyez ici, on a 10% de la consommation électrique annuelle en France qui est quand même liée au service numérique. Donc les box, donc au niveau des particuliers, surtout les box, et après donc tous les réseaux, tout ce qui est structure de réseau, etc. Et donc en fait ça fait quand même l'équivalent de plus de 2000 km parcours en voiture. Donc en fait, ce qui est la cible à atteindre quand on voit les planches précédentes de François. Et vous voyez quasiment 80% de l'impact c'est à la fabrication. Et si on reprend ici l'effet rebond, ça c'est la courbe d'évolution du trafic sur les réseaux mobiles en France depuis 2015, vous voyez. Donc évidemment, en fait,
on a une concurrence, on passe de la HD à la 4K, donc la consommation des flux augmente. Hein. Allez, ça c'était le dernier label des services publics. On doit s'interroger aussi comment on doit contribuer à faire baisser ça. Donc on a vu qu'il était vraiment indispensable de diminuer en 30 ans nos émissions de gaz à effet de serre de 80%, donc divisé d'un facteur 5, sous peine de voir les conditions d'habitabilité de notre planète se détériorer significativement et irrémédiablement. L'objectif est atteignable, mais difficile, hein. Mais un changement profond et rapide de nos modes de vie occidentaux est vraiment impératif. Vous avez vu les seuils qu'il y a à franchir à chaque fois. L'amélioration de la technologie et l'efficience des systèmes ne suffira pas, notamment à cause de l'effet rebond. La transition doit forcément passer par une partie de sobriété énergétique et matérielle, ce qui impactera notre consommation de biens et de services. Au risque, si on le fait pas, de voir la courbe continuer 1,5, 1,7, 2 degrés. Elle doit être opérée à tous les niveaux, individus, entreprises et organisations, État, administration. Pour aller plus loin, chacun peut faire son bilan carbone sur, par exemple, nos gestes climat. Ça, c'est très important de le faire parce que vous allez voir là où ça fait mal pour vous. Si on prend la métaphore du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, si vous voulez faire le chemin de Saint-Jacques, il vous faut un sac à dos qui fasse 7 kilos, par exemple. Eh bien, c'est à vous de choisir par rapport à ce qui est important pour vous, ce que vous allez mettre dans 7 kilos. Et forcément, vous ne mettrez pas tout ce que vous voudrez. Il y aura des choix draconiens à faire, mais pour certaines personnes, ce sera très difficile de se passer de la viande. Pour d'autres, ce sera plus facile. Pour certains, prendre de vélo, c'est compliqué parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise sur un vélo. Mais donc, en fait, chacun peut agir à son niveau. Mais en tout cas, pour atteindre 2 tonnes, on voit que c'est comme un marathon. Si vous voulez faire un marathon en 3h30, eh ben, c'est les derniers quarts d'heure à atteindre qui vont être très 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 difficiles. Donc bilan carbone, vraiment, si vous l'avez pas encore fait, faites-le. C'est gratuit en général. Nos gestes climat, c'est libre, on peut le faire tout seul derrière son PC, ça prend 20 minutes. MyCO2, c'est un outil mis à disposition par Carbone 4. Là, c'est encadré par un animateur, par exemple, j'en fais partie. Donc, mais c'est aussi gratuit. Et un autre point pour aussi comprendre vraiment la physique du changement climatique, c'est les fresques du climat. C'est un outil absolument génial. Pour aller dans ce sens-là, chacun a le choix d'action. Hein. On peut faire des engagements, revendiquer. Je vais vous en revendiquer un. J'ai toujours été un viandard. Et depuis 2 ans, je baisse significativement ma consommation de viande par choix écologique. J'ai commencé par ne pas manger de la viande 1 repas par semaine. Alors moi, je mangeais de la viande tout le temps. Hein. Puis je suis passé à ne pas manger 2 repas par semaine. Et maintenant, je mange de la viande environ 1 à 2 fois par semaine. C'est pas un processus végétarien du jour au lendemain. C'est un processus petit à petit. On peut faire pression sur les entreprises pour que les entreprises se saisissent du problème, témoigner des changements et sensibiliser. Et demander des comptes aux élus dans vos communautés. Bon, on a vu pas mal de choses qui nous ont assommés. Qu'est-ce qu'il est possible dans un monde sans carbone? C'est ma dernière planche. Faut pas l'oublier quand même, faut garder la bonne humeur. Marcher, courir, faire du sport, 0 CO2. Lire, philosopher, discuter, 0 CO2. Prendre son temps, 0 CO2. Travailler moins, dépenser moins, 0 CO2. Aller dans la nature, jouer de la musique. Allez, je les passe. Planter des arbres, voyager à pied, cultiver des plantes, regarder les étoiles. S'aimer. Ok, on a plein d'activités 0 CO2, le monde n'est pas fini, il y a plein de choses à faire.